qui est Bonjour. présent, donc représentant donc, du Front de Gauche, et vous êtes conseiller général de l'Essonne. Tout à fait. Bonjour. Donc voilà, on a également Serge Gobier, qui est représentant donc, et président d'ailleurs du Modem 91, Bonjour. et vous êtes également conseiller municipal sur Agri. Cluny. On continue le tour de table. On a donc Nicolas Rougol qui connaît déjà Hyperessonne, puisque vous êtes déjà venu sur l'émission spéciale pour les municipales. Tout à fait. Donc vous êtes membre du bureau départemental de l'UDI Essonne. Et président de la Fédération des Centres. Et président de la fédération Nouveau Centre de l'Essonne. Et on a également donc, présent donc, Franck Bellens da Silva. Bonjour. Donc représentant du Front National, vous êtes représentant de la 4e circonscription de l'Essonne et également conseiller municipal à Épinay-sur-Orge. Pour cette émission, donc également présent, déjà on remercie aussi Aïna qui est en régie. Normalement, c'est ça. Donc, et également présent donc, Rémi Poirier de l'Essonnière. Bonjour. Alors, on va pouvoir commencer donc le principe de l'émission. Bien évidemment, on demande l'avis à chacun sur les différents sujets. Le premier sujet, vous le savez, donc la semaine dernière avait lieu donc les élections européennes. Élection qui est connue pour un fort taux d'abstention, donc ça n'a pas manqué puisque l'abstention sur l'Essonne est de 57%. Tout à fait, puisque le taux de participation 2014 est de 43,06, contrairement au taux de participation de 2009 qui est de 42,20. Alors, donc effectivement, petite quand même augmentation de la participation, mais l'abstention reste quand même très forte. Au niveau des résultats, vous le savez, je pense que si vous avez écouté les médias, vous n'avez pas pu passer à côté. Donc au niveau de l'Île-de-France, c'est l'UMP qui s'est positionné premier, et au niveau de l'Essonne, c'est le Front National qui s'est positionné premier. En date de lundi, suite à ça justement, donc, on a eu un communiqué de presse donc, fait par Audrey Guibert, secrétaire départemental du Front National, qui désigne, tout comme Marine Le Pen sur le plan national, le Front National comme premier parti de l'Essonne. Franck Bellens, vous confirmez? Oui, je confirme, oui. Ça se traduit par les résultats qu'on a obtenus dans les différentes villes, dans le département en général. On a constaté une augmentation. Si vous me permettez, on a déjà une interaction en demandant qu'on parle plus fort. D'accord. Donc, non, je disais que ça se confirme par les résultats qu'on a obtenus par rapport au municipal. Il y a une augmentation du nombre de voix. Je vais prendre l'exemple de ma ville, par exemple. On a une augmentation d'environ 52% par rapport au nombre de voix qu'on avait réalisé au municipal. Et l'UMP, par exemple, fait un résultat de moins 66% dans ma ville par rapport au municipal. Donc, oui, il y a eu une augmentation de nos résultats. Oui, on est premier parti dans l'Essonne et en France. Ça se constate aussi par le fonctionnement de notre parti, puisque nous avons un leader, nous avons un programme, et puis on constate que les autres sont quand même en pleine division. Question quand même, c'est que vous dites que vous êtes le premier parti de l'Essonne. Oui. Il y a quand même des chiffres qu'il faut prendre en considération. Effectivement, si le Front National fait 20% donc, aux européennes, 25. Là en Essonne. Ah d'accord, ok. Donc il ne faut pas oublier quand même que justement avec une abstention qui est forte, si on ramène avec un taux de participation à 43%, ce qui représente le Front National comme 8,6%. Voilà, pareil pour le Parce qu'il FI, faut- et encore pire pour le PS. Non, mais voilà, il faut bien différencier le pourcentage des exprimés et des votants. Les listes électorales en Essonne, il y a plus de 700 000 inscrits, et au total, le Front National représente 68 000 votants. Donc, est-ce que c'est pour autant le premier parti? Vous parliez tout à l'heure du Front National, notamment sur la ville d'Épinay-sur-Orge. Vous arrivez en 4e position. Par rapport aux élections municipales, j'arrive en 4e position. Maintenant, les municipales, c'est un scrutin local. D'accord, non mais Voilà. la question qui se pose, c'est est-ce que le Front National est vraiment le premier parti de l'Essonne? Sur les thèmes nationaux, là où on fait en général le meilleur score, oui. Sur le local, c'est particulier, parce qu'on vote pour des élus locaux qu'on connaît, on vote pour des hommes plus que pour des étiquettes. Et d'ailleurs, si vous connaissez Épinay, on était les seuls à Épinay à avoir l'étiquette Front National. Les autres, c'était sans étiquette, ou divers gauche ou divers droite. Donc, avec l'étiquette Front National, d'un point de vue local, sans ancrage, en commençant, effectivement, on réalise de bons score.
que d'un point de vue national, sur des thématiques nationales, il est évident que même si à Épinay on est deuxième, à 44 voix d'écart avec l'UMP aux européennes, sur la circonscription, la quatrième circonscription et sur les sols en général, nous arrivons premier. Parce qu'au total, il y a 27 conseillers municipaux. Oui. Donc, est-ce que c'est vraiment représentatif du premier parti de l'Essonne comme vous vous définissez? Oui, mais là vous parlez pareil de conseillers municipaux, vous parlez d'un scrutin local. Moi je vous parle de scrutin national. Par rapport au municipal, si vous prenez Épinay, on a réalisé plus 52% des voix sur Épinay. On a une grosse augmentation. Donc, et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, on constate aussi qu'il y a une baisse de l'abstention par rapport à 2009. Donc, on a réussi quand même. Ah oui, mais en Essonne, c'est un peu plus au niveau national. On constate quand même qu'il y a plus d'électeurs qui se sont déplacés, même si c'est évidemment regrettable de voir autant d'abstention. On peut quand même considérer que si nous on fait 25%, et si on compte effectivement, vous dites, si on compte le taux d'abstention, notre score est moins élevé. Mais ça vaut aussi pour les autres formations politiques. Bien sûr. Mais moi, c'est toujours la question. Hein. Si vous voulez, c'est quand vous dites premier parti des sommes. Oui. Je ne sais pas si les résultats ne vous convainquent pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut, on peut se voiler la face. Non, mais si on parle d'autres élections, puisque vous parlez que les municipales, pour vous, c'est local, on parle des résultats au cantonal. Oui. 2011, oui. en Essonne. La variation du vote Front National était inférieure à 1%. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une augmentation du vote Front National? Il y a une augmentation du vote Front National, oui. Par rapport au présidentiel, alors, on ne peut pas comparer parce qu'encore une fois, le taux d'abstention change la donne. Mais on arrive quand même sur un scrutin qui, d'habitude, ne nous est pas favorable. Au niveau national, on disait environ 6% en 2009. On est à 25%. Donc, si on peut très bien essayer de minimiser, de se voiler la face, on peut essayer de trouver des raisons, de se rassurer en disant oui, mais il y avait de l'abstention. Mais après, je veux dire, moi je prends les résultats tels qu'ils sont. Oui, il y avait de l'abstention et c'est regrettable. Maintenant, on peut s'intéresser aussi au sondage qui explique que si les abstentionnistes étaient votés, une très grosse partie aurait voté Front National. Donc, on peut trouver chacun de son côté des raisons pour essayer de se rassurer, de minimiser. Bon, ben écoutez, chacun fait comme il veut, mais il se trouve que là, on est arrivé premier. Bon, ben, si vous voulez, pour vous faire plaisir, effectivement, on n'est pas premier. C'est pas une question. Voilà, je veux dire, je pense pas que. On peut s'amuser. Pour notre part, on n'a pas de volonté de dire voilà, mais on se pose une question à partir du moment où on revendique, vous êtes d'accord, qu'on revendiquer le premier parti de l'Essonne, donc normal qu'on essaye de mettre en corrélation avec l'été pour savoir si c'est avéré ou pas. Bien sûr. Messieurs, donc pour les autres formations, est-ce que vous avez un sentiment d'avoir vraiment une augmentation du Front National en Essonne? L'augmentation du vote Front National, elle est évidente, malheureusement. Que ce soit au niveau national ou en Essonne, comme le faisait remarquer monsieur, à partir du moment où au niveau national, avec un taux d'abstention comparable, le FN passe de 6% aux européennes de 2009 à près de 25% de week-end
reconnaître qu'une augmentation du vote du Front National serait vraiment se voiler la face. Le problème, effectivement, dans le cadre de ces élections européennes, qui sont quand même une élection à part, parce que c'est une élection qui n'est pas nationale. Et donc l'élection sur les européennes, c'est surtout porté sur le fait d'être pour ou contre l'Europe. Et tout le message a été porté là-dessus. Donc à partir du moment où, plus en corrélation, les problématiques nationales qui ont été marquées par les municipales, donc en fin de compte, entre les municipales où il y a eu un désaveu du gouvernement, plus le fait que l'Europe est un vote surtout pour ou contre, effectivement, c'était donné beaucoup d'éléments au Front National. Et d'ailleurs, si on écoute dans les médias, tous les jours, c'était est-ce que le Front National est du premier, deuxième, etc. Donc on ne s'est pas tellement intéressé sur le fond de l'Europe, mais on s'est surtout intéressé sur la forme. Et effectivement, tout le monde s'est bagarré, tout le monde s'est gargarisé aussi en disant que le vote du président de la Commission serait un vote fait par l'Assemblée. On s'aperçoit qu'à ce jour, les majorités ne sont pas franches et que les 28 vont encore jouer un rôle important. Donc pour moi, ce que je veux dire, c'est qu'il est un fait que le Front National, il ne faut pas oublier que l'Essonne aussi est une zone rurale et que la partie rurale a voté énormément Front National. Mais ça, c'est un vote national, on le sait, que dans les élections européennes, le problème de la PAC est un problème majeur et que les paysans, de ce côté-là, ont un discours un peu différencié concernant le vote sur les européennes. Donc je pense que déjà l'Essonne est un vecteur mi-agricole, donc on sent pourquoi dans l'Essonne il y a une augmentation du Front National. 2, il y a eu une campagne faite pour ou contre l'Europe et que tout ceci apportait plutôt apporter plus de poids sur les eurosceptiques et les euros du Front National, ce qui fait qu'effectivement, dans ce cadre-là, on s'aperçoit que le Front National a marqué des points, mais lorsqu'on rapporte tout effectivement au niveau du pourcentage d'abstention, on s'aperçoit que ce n'est pas si significatif que ça. Effectivement, ce résultat serait là pour les régionales, je m'inquiéterais fortement, puisqu'effectivement, le vote qui est ressorti des urnes pour les européennes n'impactera pas la politique française et n'impactera pas non plus au niveau européen, puisque de ce fait, pour avoir un groupe, il faut avoir 25 députés, ils les auront. Par contre, il faut représenter 7 pays, ce qui sera beaucoup plus compliqué. Ce qui fait qu'ils n'auront je suis pratiquement sûr, pas de groupe, donc ils ne pourront pas intervenir dans les commissions. Donc ce qui veut dire que ce vote a été un vote plutôt de contestation, plutôt qu'un vote politique. On fait un pari, si vous voulez, sur le groupe. On en est déjà à 5 pays. Il reste jusqu'à juillet, on a le temps. Les tractations sont... Oui. Il y a des contraintes, et ces contraintes, vous ne voulez pas pour lever. On l'aura, vous inquiétez pas, notre petit groupe. Moi, je ne suis pas inquiet. Oh, moi non plus. Bon. On verra, Tout va bien, personne n'est inquiet. Oui, quant à la question de savoir si le Front National est le premier parti de France, bien entendu, c'est un effet d'annonce qui est de bonne guerre, j'allais dire, de la part du Front National pour capitaliser sur ce qui convient bien d'appeler une victoire électorale à un moment donné. Après, on ne peut pas, il faut le relativiser dans une certaine mesure, parce qu'effectivement, d'abord, le Front National est arrivé à placer au centre du débat ses convictions et ses solutions en matière de sortie de crise et de construction de société dans ce débat, et par ailleurs, parce qu'il n'a pas fait le tour de ses voix, de son potentiel, puisque effectivement on parle beaucoup d'abstention, et c'est vrai qu'avec 57%, le parti de l'abstention est le plus grand parti, en l'occurrence en Essonne, il n'en reste pas moins que le Front National n'a pas fait le total de ses voix, et c'est préoccupant. Et que s'il avait fait, effectivement, c'est pas 20 en Essonne ou 25 qui l'aurait hélas pu atteindre. Bon. Ceci étant, c'est vrai que ça n'est pas en soi le premier parti ni de France ni de l'Essonne, parce que même avec ce score significatif aux élections européennes, eh bien ça reste, il est difficile à un mois d'écart, même si ce sont des élections différentes, eh bien, d'oublier totalement la leçon des municipales, qui a vu une vague bleue déferler sur la France, qui n'était pas une vague brune, qui était une vague bleue, bleu marine, républicaine, pour dire les choses comme elles sont. En Essonne, 15 listes du FN, 27 conseillers municipaux, ça n'est pas en soi le signe, bien sûr, d'une prééminence très marquée. Après, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a ici les ingrédients pour que le FN puisse, demain et à terme, accéder à de plus hautes responsabilités. Mais maintenant, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a une réalité quand on parle donc des autres élections, c'est que sur les autres élections, il n'y a pas forcément de proportionnel.
Donc forcément, c'est vrai que le pourcentage des voix ne s'exprime pas toujours en termes de sièges, puisqu'on le sait, dans les différentes élections, on mesure le Front National aux alentours de 15-20%. Ce qu'il y a, c'est que vous avez combien ? Il y a 3 députés, je crois, au Front National. 2 députés. Donc ça reste minime et pas forcément représentatif. Alors si on rentre dans le détail des villes, Rémi. Alors, en Essonne, il y a 196 communes, 139 ont porté le Front National en tête. Bien parlé. Et dans les 30 plus grandes villes, alors il y a 15 villes qui ont voté en tête le Front National, 11 l'UMP, 4 pour le Parti Socialiste et 1 pour le Front de Gauche qui est Grigny. Il faut savoir que le Front National a atteint les 57,14% à Bois-Arpin, donc c'est un petit village de 76 habitants. Et au niveau de la ruralité, on en parlait justement, 19 villes de la ruralité en Essonne ont porté le Front National en tête. Et donc effectivement au niveau de l'Île-de-France, ce qui représente 3 eurodéputés donc pour le Front National, 4 pour l'UMP, le PS3, Europe Écologie Les Verts donc 2 et l'UDI Modem 2, et Front de Gauche une personne. Alors, toujours sur ces élections européennes, Serge Gobier donc, et Nicolas Rougol, vous représentiez l'alternative, parti, on va dire, pro-européen. Vous avez réalisé donc un total de 9,94% des voix au total. Niveau national, oui. Au niveau national. Est-ce que pour vous c'est satisfaisant, sachant que pour un parti pro-européen, sur une élection européenne? Non, j'y vais. Nicolas Rougol. On pourrait toujours espérer faire mieux. Maintenant, dans le contexte particulier de cette élection, avec d'abord le taux d'abstention et ensuite une prédominance, comme le disait Serge Gobier, des thématiques pour ou anti-Europe, il n'était pas forcément évident non plus d'arriver à faire passer un message pro-européen, fédéraliste, qui est le nôtre. Je pense quand même qu'on a fait une campagne plus qu'honorable. Le résultat est, on va dire, globalement satisfaisant, même si encore une fois on pouvait toujours espérer mieux. L'objectif officiel de l'alternative, donc du rapprochement UDI-Modem, c'était de faire un score à 2 chiffres, donc de faire au moins 10%. On n'en est quand même pas très loin, vous me l'accorderez. En Ile-de-France, on est même supérieur à cette moyenne nationale, puisque si je ne me trompe pas, la liste menée par Marielle de Sarnez a fait presque 12% des voix, et on a donc 2 eurodéputés franciliens élus. Donc voilà, après, je pense que la stratégie d'alliance de l'UDI et du Modem sur ces européennes était la seule stratégie viable aussi bien pour l'UDI que pour le Modem, que c'était une stratégie payante au final. Nous avons sur l'Europe les mêmes idées, le même discours, et il était tout à fait cohérent d'y aller de manière unie, plutôt que d'y aller les uns et les autres sous nos propres bannières, nos propres couleurs indépendantes, qui auraient sans doute fait au final que ni le Modem ni l'UDI n'auraient réussi à avoir de députés européens, ou en tout cas de manière significative, et bien évidemment sans y aller de manière conjointe avec l'UMP, puisque l'UMP n'avait pas, sur ce scrutin, un discours comparable au nôtre. Je dirais même jusqu'à dire qu'ils avaient manifestement des difficultés à déterminer quel était le discours à tenir justement sur l'Europe, entre les pro-européens plutôt proches de notre sensibilité, comme M. Lamassoure, et les souverainistes comme M. Guénou. Donc voilà, au final, je pense que c'était la seule stratégie et la meilleure stratégie que l'on pouvait avoir. Serge Gobien, complément? Oui, non, mais je rejoins de ce que vient de dire Nicolas. Effectivement, c'était la seule stratégie, puisque l'intérêt était d'avoir des élus, puisqu'il est quand même important d'avoir une représentation au niveau du Parlement européen, et que de ce fait, la seule stratégie positive ne pouvait être que le regroupement et la création d'alternatives Modem-UDI, ce qui s'est traduit dans les chiffres, puisque nous avons 7 députés qui seront au Parlement européen. La grosse difficulté qu'on a eue dans cette élection, effectivement, le résultat qui aurait été souhaitable, c'est avoir un score supérieur à 13 pour pas se leurrer. Mais bon, on s'aperçoit quand même qu'au niveau de tout ce qu'il y a eu comme débat télévisé, etc., on a entendu beaucoup parler d'économie, que nous, on portait un projet qui était aussi social et fiscal, surtout en particulier dans l'harmonisation,
Ce message n'a pas été reçu, n'a pas été perçu, puisqu'on n'a parlé que d'économie, quelles que soient les tendances, et qu'on s'est complètement affranchi de tout ce qui était le volet social, qui était porté par l'alternative, et qui est le devenir de demain, puisque de toute façon, si on ne règle pas tous ces problèmes d'harmonie fiscale et d'harmonie sociale, je ne vois pas comment on va pouvoir grandir. Donc effectivement, il nous fallait des représentants et des gens qui défendent, comme nous avons par exemple Sylvie Goulard, qui en un premier mandat s'est imposé au niveau de l'Europe en termes de leader sur justement cette problématique. Alors justement, puisqu'on parle toujours de ces élections européennes, Nicolas Rogol, votre parti qui avant faisait partie du PPE, donc le parti, on va dire plus de droite européen, a changé. Alors effectivement, dans le cadre du rapprochement avec le MoDem, la décision a été prise par l'UDI de quitter le PPE et de rejoindre la LDE, au sein duquel siégeaient déjà les eurodéputés UDF à une époque, puis MoDem. Si nous faisions partie du PPE, c'était parce que lors des précédentes européennes, l'UDI n'existait pas à l'époque, mais ses composantes, dont le Nouveau Centre, avaient fait liste commune avec l'UMP. Et donc, de fait, nous siégions au sein donc, du PPE. Je dois dire que je suis plus que satisfait du fait que nous siégeons maintenant au sein de la LDE, qui pour moi est le véritable parti européen centriste, libéral-démocrate, au sein duquel nous avons par définition toute notre place. Alors on a accueilli, il vient d'arriver légèrement en retard, donc Michel Royer, donc conseiller municipal de Palaiseau, représentant donc d'Europe Écologie Les Verts. Donc on parle des résultats des élections européennes et si vous me permettez, la question pour votre arrivée est de justement parler de ces résultats aux élections européennes, et Europe Écologie Les Verts a quand même fait un score qui est 2 fois moins que la dernière élection. Comment est-ce que vous pouvez éventuellement expliquer le vote vert? C'est relativement facile. La dernière élection, nous étions pratiquement les seuls à faire une campagne sur l'Europe par rapport à tous les autres partis qui faisaient une campagne nationale, beaucoup anti-Sarkozy. Et c'était un petit peu le génie de Daniel Cohn-Bendit d'avoir introduit ce concept d'Europe écologie, c'est-à-dire l'écologie au niveau européen. Ce qui est d'ailleurs assez logique puisque la plupart des lois, la France a du mal avec l'écologie en général, et la plupart des lois d'environnement, ce sont les directives européennes, que la France a du mal d'ailleurs, souvent traîne les pieds, préfère même payer parfois des amendes plutôt que de les appliquer. Donc l'Europe, pour les écologistes, ça a un sens, ce qui ne veut pas dire que l'Europe telle qu'elle fonctionne, c'est l'Europe dont nous rêvons. Non, ça, loin de là, mais l'Europe a un sens, à savoir que tous les enjeux sur lesquels nous battons, la plupart dépassent largement le cadre national. Et en plus, on est pour une Europe et des régions fortes. Donc, mais pourquoi cette fois-ci ça a moins bien marché? Pour une raison bien simple, c'est que je pense qu'on n'a pas eu le langage aussi clair, c'est-à-dire, on voit bien, le parti qui a le mieux marché, celui de Marine Le Pen, finalement, c'est celle qui a refusé tout ce qui est européen. Et comme par exemple George Bush aux États-Unis qui a refusé à un moment. Enfin, je veux dire, c'est les langages finalement souvent les plus manichéens, les plus duellistes, qui fonctionnent le mieux dans une élection où malheureusement je trouve que les médias et la classe politique a assez peu porté le débat sur l'Europe et beaucoup plus sur des enjeux pas seulement européens. C'est-à-dire que le fait que les personnes qui votent sachent à quoi sert un député européen dans une organisation de l'Europe un peu complexe, où il y a le Conseil de l'Europe, la Commission et le rôle du Parlement européen, tout ça a très peu été expliqué. Et je pense que pour notre part, nous n'avons pas joué ce rôle-là autant que la dernière fois. Et de toute façon, comme on partait de très haut, et c'était difficile de renouveler, c'est un peu quand on a fait un exploit. Mais c'est sûr qu'on est un peu déçu parce que de 14 députés partir à 6, se retrouver à 6, c'est effectivement, c'est pas une réussite. Même si les 6 députés qui sont élus au Parlement européen sont des parlementaires qui ont fait un travail remarquable. On a Marc de Beauvais, Michel Rivasi,
même Eva Joly d'ailleurs, qui n'était pas très bien reçue au niveau de l'élection, bah oui, pour le moins sur les présidentielles, mais qui a un vrai rôle au Parlement européen. Nicolas Rouel. Oui, je voulais juste rebondir effectivement sur ces propos. Je crois que le résultat de 2009 de Europe Écologie Les Verts, et vous l'avez soulevé vous-même, devait beaucoup à la personnalité de Daniel Cohn-Bendit, qui est, à mon sens, au-delà des différences politiques, effectivement un des meilleurs eurodéputés que l'Europe ait connu depuis un certain temps. Et pour le coup, je regrette qu'il ait décidé de se retirer de la vie politique européenne, mais c'est un autre débat. Je pense aussi qu'en 2009, votre succès devait beaucoup à cette dynamique de rassemblement qui allait au-delà des Verts. Et malheureusement, pour vous, si j'ose dire, les Verts ont eu tendance justement à reprendre la main dessus et à gommer ce qui justement faisait la singularité de ce rapprochement. J'en termine juste là-dessus. Je pense effectivement, et vous avez raison de le soulever, que beaucoup trop de responsables politiques, notamment français, ont fait de cette élection européenne un référendum pour ou contre Hollande. À mon grand regret également, même du côté de l'UMP, quand on a vu certains dirigeants de l'UMP comme Jean-François Copé disant faites de cette élection un référendum anti-Hollande et une confirmation de la claque qu'il s'est pris au municipal, on ne pouvait, dans ces conditions-là, par définition, qu'avoir plus de difficultés à faire passer, aussi bien pour vous que pour l'alternative, le message pro-européen qui est le nôtre. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, donc dernier représentant, donc on a le Front de Gauche. Alors le Front de Gauche, sur les élections européennes, il n'y avait pas eu de variation énorme sur le département, moins 20, mais moins 0,20 d'ailleurs, autant pour moi. Ce qui représente donc un vote à 6,85% en Essonne. Qu'est-ce qu'on constate? On constate quand même que le Front de Gauche, vous avez un score qui est plutôt satisfaisant au niveau de vos bastions, si vous me permettez l'expression, puisque notamment au niveau de Grigny, vous obtenez 32% des suffrages. Oui, effectivement un score qui se base sur des bastions de tradition, on va dire ça comme ça, essentiellement communistes, qui ont plutôt bien résisté. Dans la suite, sans doute aussi, il faut le dire, de bons résultats municipaux, puisque malgré tout, à un mois d'écart, on sent que au-delà de la question européenne proprement dite, il y a eu malgré tout un bonus sur un délai aussi court pour souvent les équipes gagnantes municipales qui effectivement ont pu que ce soit pour le Front de Gauche, mais aussi pour d'autres formations politiques, qui ont pu capitaliser un petit peu dans la foulée. C'est vrai aussi pour le PSA Orsay, c'est vrai pour l'UDI dans une certaine mesure dans d'autres communes. Bon. Pour ce qui concerne le Front de Gauche, effectivement, au niveau national, une progression qui est quasiment insignifiante en nombre de voix, qui ne se traduit pas en Essonne, vous l'avez signalé, et qui bien sûr nous pose question. Peut-être que cela veut dire que le FN a su incarner bien mieux que nous la rupture avec la mondialisation et avec une certaine construction de l'Europe. Même si, il faut le dire aussi, on peut le regretter, mais la vérité c'est que les Français, sur une élection comme celle-ci, ne répondent pas forcément à la question que les institutions posent, mais à celle à laquelle ils ont envie de répondre. Et notamment, écoutez, tous les partis qui se réclament de la gauche, sans exception, ont été happés par le même aspirateur, par la même défaite, et qui doit, il faut le dire aussi, à la politique gouvernementale, qui a été, je crois, durement sanctionnée. Voilà, bien entendu, ça n'est pas tout. Il y a aussi peut-être une approche hostile à la construction européenne telle qu'elle se formule actuellement, sur laquelle une partie de la gauche, et notamment le Front de Gauche, n'a peut-être pas su être suffisamment clair. Mais il y a de toute façon, et c'est ça qui moi me semble important, c'est qu'il y a
un réel divorce depuis le référendum et depuis notamment, et surtout peut-être, depuis le passage en force sur le traité de Lisbonne, qui se fait sentir, les Français effectivement semblent ne pas pardonner le fait que voilà, après leur avoir demandé leur avis, eh bien on en fasse qu'à la tête eh bien, de ce qu'a décidé en l'occurrence plus spécifiquement l'UMP avec la courte échelle du PS, il faut le dire aussi, et qui a été contre la volonté de nos concitoyens. Nous, Front de Gauche, ça veut dire aussi qu'on a manqué peut-être de lisibilité sur notre stratégie, hein, avec une stratégie vraiment, j'allais dire, polymorphe, en fonction, à la carte, en fonction des municipales et des européennes, des endroits, dans laquelle à tel endroit on fait comme ci, à tel endroit on fait comme ça, sans qu'il y ait une ligne directrice qui se dégage, qui soit compréhensible par nos électeurs, et peut-être qu'on a été sanctionné pour ça. Plusieurs paris ont été faits à la fois, et peut-être qu'il ne fallait pas avoir tant de dispersion dans ce que nous disons ou prétendons faire. Voilà, donc il va falloir de notre côté se poser des questions, sérieusement, pour savoir comment on peut rebondir et être utile à la gauche. On regarde bien entendu du côté de tous nos partenaires, qu'ils soient verts, qu'ils soient socialistes critiques, on va dire, et d'autres encore. Il faut, je crois, être ouvert là-dessus. Et voilà, c'est pour nous une phase de débat, je crois, interne et de discussion externe qui va s'ouvrir. Je peux rajouter un tout petit peu. Bien sûr. Je pense que sur le vote européen, il y a une dispersion. Ça, tout le monde l'a vu avec 31 listes. Effectivement, les centristes se sont rassemblés. En ce qui nous concerne, nous, il y avait 4 listes écologistes. Et quand je vois dans la ville à Palaiseau, Nouvelle Donne a fait un très bon score. Et moi, j'ai dit à certains qui étaient tentés par Nouvelle Donne, à mon avis, c'est les plus proches de nous, mais eux n'auront pas de député. Donc c'est éventuellement un député écologiste de moins qu'on aura au Parlement européen. Mais je n'ai pas rencontré assez de monde. Ça fait quand même 4,7%. Et nous 12. Puis ça fait un total gauche total de 32%, ce qui est, malgré tout, sur notre département, s'entend, c'est quand même très faible. Rémi, un dernier mot sur ce résultat européen ? Tout à fait. Donc nous avons aussi le Parti Socialiste, on parlait de la politique gouvernementale. Finalement, pas très sanctionné, puisqu'en Essonne, le vote en faveur du Parti Socialiste n'a reculé que de 0,6%. Et aussi à noter que Debout la République en Essonne a réalisé un score de 7,11%. On se demande bien pourquoi. Voilà, donc ça c'était la partie sur les européennes. On accueille dans quelques instants donc, Rafika Rezgui qui représente le Parti Socialiste. On va faire une pause musicale, rapidement, 3 minutes. Aïna. Et on revient dans quelques instants pour parler donc, de l'actualité politique qui a été particulièrement mouvementée cette semaine. À tout de suite.